Il y a quelques années, Célia, la créatrice de contenu que vous connaissez sûrement tous, a lancé un hashtag, le hashtag Libérer les shoujo. Il a fait beaucoup parler, il a créé beaucoup de choses positives, bref, ça a pas mal bougé côté shoujo. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le point sur tout ça, sur la situation du shoujo en France en 2026, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut améliorer, dans quelle direction allons-nous aller. Et pour m'intéresser à cela, je me suis dit que faire un premier état des lieux de la communauté shoujo aujourd'hui serait intéressant, puis de m'intéresser à tout ce qui gravite autour du manga et du shoujo, mais externe à la communauté shoujo, et enfin proposer des pistes, des réflexions, des choses qu'on pourrait faire pour améliorer collectivement la situation du shoujo en France. La communauté shoujo, pour moi, c'est synonyme de beaucoup de bonheur, de partage, d'échange, bref, de plein de choses ultra positives que personnellement j'adore. J'ai vu plein de choses émerger depuis ce hashtag, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'attarde et qu'on parle un petit peu, non pas des sujets qui fâchent, mais des petites choses qu'on pourrait améliorer au sein même de notre communauté shoujo. Évidemment, je suis pas en train de vous dire que les shoujo girls ont tous les défauts, comme aimeraient le dire des vieux mecs sur Twitter. Non, 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 loin de là. Mais juste que je pense qu'on peut un petit peu relever le niveau et avancer un petit peu ensemble. Premier point, je pense qu'un des problèmes, c'est avant tout l'essentialisation du shoujo. Et ça, c'est pas complètement de notre faute, mais aussi celle des éditeurs. Pendant de longues années, on a vraiment été habitués à avoir le minimum. C'est-à-dire qu'avoir un titre shoujo, c'était déjà un miracle. On était contente et on se contentait de ça. Donc maintenant, quand un éditeur sort un shoujo, c'est un miracle, c'est super, merci de valoriser cette cible, c'est excellent et on est trop content, peu importe l'éditeur, peu importe qu'il fasse le minimum autour de ce manga. Deuxième chose, comme pendant longtemps on n'avait pas de goodies et que le sujet du hashtag c'était notamment les goodies, même chose, dès qu'on a un marque-page, un pin, un je ne sais quoi, on est trop contente, c'est super, youpi. Personnellement, j'estime qu'il faut qu'on élève nos standards et qu'on demande des choses un peu plus abouties. Avoir des choses c'est bien, avoir des collecteurs c'est bien. Maintenant, moi j'aimerais voir plus régulièrement des préfaces, des postfaces, des interviews. On a déjà vu des préfaces, des postfaces chez Panini, Naban, Akata, notamment chez Naban et Panini, ils avaient choisi en plus Ariane qui est une créatrice de contenu shoujo, donc quelqu'un de la commu shoujo, mais c'est pas systématiquement le cas. D'ailleurs ces préfaces sont souvent sur des titres matrimoine, des titres qui nous permettent finalement d'avoir une meilleure connaissance du shoujo en France, et je pense que ce serait d'ailleurs une des choses à exiger, c'est-à-dire que sortir un shoujo pour sortir un shoujo c'est super, mais nous on veut avoir une vision plus juste de ce que c'est le shoujo au Japon et pouvoir acquérir aussi connaissance et ouvrir un peu nos horizons à ce niveau là, donc exiger aussi des titres qui soient plus pertinents, qui offrent une véritable variété dans la commu shoujo, mais aussi je pense à tout ce qui relève des expositions, des possibilités en fait de mise en avant. C'est vrai qu'on a eu Akata qui a fait venir Moto-Hagyu en France, qui est super. Vraiment ça a été un événement pour moi et pour plein de personnes, je pense qu'on était tous ravis, mais maintenant depuis la venue de Moto-Hagyu il s'est pas passé grand chose. Je pense à limite à Oriko Tachibana, mais c'est pas shoujo. Et quand on repense au musée Guimet et au fiasco qu'on a eu avec une pauvre petite salle avec 3 planches shoujo, c'est quand même hyper déprimant de se dire que voilà, on se contente du minimum et on a finalement pas grand chose pour cette cible. Osons demander plus. Après vous avoir dit qu'il fallait qu'on hausse nos standards auprès des éditeurs et auprès de tous les acteurs de la chaîne juive, parce qu'en vrai je parle des éditeurs, mais tous ceux qui font des expos et de la presse, etc. Ce serait cool de faire un peu bouger les choses de ce côté là aussi. Je pense que nous, en tant que créatrices de contenu shoujo, on a aussi des choses à faire. Pendant longtemps, on nous a dit le shoujo fait pas vendre, le shoujo fera jamais les mêmes chiffres que le shonen, le shoujo on peut rien faire pour, puisque de toute façon il y a 3 personnes qui s'y intéressent et ça rapporte pas assez d'argent. Bref, toujours sans cesse la même question de l'argent qui rentre pas à cause de la commu shoujo qui serait pas assez impliquée, pas assez cible, trop ça, enfin voilà. Et à force de nous faire rentrer ça dans le crâne, nous, créatrices de contenu shoujo, on s'est dit il faut qu'on donne envie d'acheter. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de recos, de critiques, de tops, enfin des choses qui sont là finalement pour donner envie d'acheter des bouquins. Et c'est pas un problème en soi, parce que souvent on a des personnes qui sont passionnées par une œuvre et qui ont juste envie d'inciter les autres à lire, ce qui est très chouette en soi. Mais du coup ce qui fait aussi que on tourne un peu en rond à ce niveau là. On a souvent les mêmes contenus, souvent les mêmes choses, et
on n'élève pas aussi nos standards à ce niveau-là. J'aimerais voir plus de choses historiques pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu, voilà, des propositions pour contextualiser le shoujo. On commence à avoir voilà, quelques petites collections, héritage, du matrimoine chez Panini, on commence à avoir des choses en tout cas pour avoir un peu de contexte. Et puis je sais qu'il y a des personnes qui créent du contenu et qui parlent japonais, donc qui ont peut-être accès à des choses de ce côté-là. J'aimerais aussi voir des contenus plus littéraires, plus analytiques, interroger des motifs, des mises en scène. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire dans cette commu shoujo et finalement on est assez peu nombreuses. Il n'y a pas des tonnes de choses en langue française disponibles en ligne, donc tout est à créer. Donc s'il vous plaît, je me le dis aussi à moi, mais à toutes les autres créatrices et à toutes celles qui ont envie de se lancer, n'ayez pas peur et s'il vous plaît emparez-vous de ces sujets. J'ai trop envie de voir plein de choses, plein de discussions, plein d'échanges, parce qu'il y a toutes sortes de choses à dire sur le shoujo et sur son écriture. Et puisqu'on parle de création de contenu, j'aimerais qu'on parle un peu de la place des personnes qui participent publiquement à mettre en avant le shoujo, pas que de création de contenu, mais voilà, des choses au sens large. Et je vais partir de mon point de vue. Personnellement, je me suis donnée ces dernières années, j'ai été vraiment au taquet, j'ai participé à tous les lives, j'ai fait toutes les choses possibles pour essayer de mettre la cible en avant. Et c'était très cool, hein. C'est-à-dire que personnellement j'ai vécu des choses trop cool, j'étais hyper contente. Et j'ai eu plein de petits privilèges, enfin là, de choses comme ça. Mais aujourd'hui, quand je vois l'état du shoujo en France, j'ai un peu le sentiment d'avoir été parfois utilisée pour faire un peu de pinkwashing. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu un moment où j'ai enchaîné les live éditeurs, chacun a fait son petit live, tout le monde était content. Et certains ont continué à pas faire grand chose pour le shoujo, ou en tout cas ont fait des choses pendant un temps et puis ont levé le pied par la suite. Bref, j'en sors un petit peu mitigée. Je sais aussi que... Alors moi personnellement, ça, j'ai jamais eu pour objectif de vraiment concrètement me professionnaliser dans ce secteur, mais si vous voulez être riche, ne partez pas dans la création de contenu shoujo, que ce soit en ligne ou pas. Je sais que c'est vraiment pas l'endroit où se faire de l'argent et donc c'est un peu déprimant parce que c'est impossible finalement de vivre de ça et du coup forcément c'est le serpent qui se mord la queue parce que si les créatrices sont pas rémunérées, bah elles peuvent pas vivre du contenu qu'elles font et donc elles peuvent pas proposer des choses durablement et on a des gens qui se lancent dans des choses, qui le font pendant un temps et puis qui s'arrêtent parce que juste elles sont un peu au bout du rouleau. Et ça a été un peu mon cas parce que voilà, j'ai beau adorer ma chaîne YouTube et j'ai beau adorer faire ça, bah en fait j'étais fatiguée d'avoir un taf à temps plein et de devoir filmer des vidéos en plus. Donc voilà, je sais pas exactement comment cette partie ressortira, mais voilà, je voulais quand même faire un point là-dessus et vous dire que être une personne qui fait du contenu sur ces sujets-là, c'est aussi un peu épuisant. Et on a un peu ce sentiment quand même d'être un peu la vache à lait qui permet à tout le monde de redorer son blason mais pas forcément de s'engager durablement quoi. Après vous avoir parlé des shoujo girls et de la commu shoujo, je me suis dit qu'il serait intéressant de m'intéresser à tout ce qui gravite autour. Et dans un premier temps, il fallait forcément s'intéresser à ceux qui rendent accessibles ces titres, j'ai nommé les éditeurs. Les éditeurs ont été ravis de voir un hashtag apparaître, libérer les shoujo, puisque ça leur a permis de mettre un petit peu en avant cette cible. Parfois c'est vraiment parce que c'était un vrai combat pour eux, ou simplement parce que c'était une bonne opportunité de gagner un petit peu d'argent. Et donc, pour interroger tout ça, je me suis dit qu'il fallait que je m'intéresse un peu aux chiffres qu'on pouvait avoir et me demander finalement si le hashtag libérer les shoujo avait eu un impact sur les sorties shoujo. Première chose que je me suis demandé, c'est est-ce qu'il y a plus de nouvelles sorties shoujo depuis le hashtag ou pas? Est-ce qu'on a pu observer un changement ou pas? Et donc pour ce faire, j'ai décidé de faire un petit graphique en me basant sur Notijon. Alors Notijon évidemment ça a ses limites, c'est une base de données qui est collaborative et donc du coup ce sont des utilisateurs qui rentrent les infos. Donc forcément il y a peut-être une petite marge d'erreur. Mais si j'avais dû le faire moi-même entre 2019 et 2025 et m'intéresser à toutes les sorties, il y aurait forcément eu des erreurs aussi dans l'eau, donc... En faisant le montage de ma vidéo et en discutant avec mes proches, je me suis rendu compte que j'expliquais pas du tout pourquoi j'avais choisi cette période-là et pas une autre. Et donc je prends 2 secondes pour vous l'expliquer. Tout simplement parce que j'ai vraiment voulu centrer ma vidéo sur justement cette période autour du hashtag libérer les shoujo, le avant et le après, et voilà toute cette période de boom du manga. Mais je voudrais surtout pas qu'on tombe dans une vision hyper simpliste de la vision du shoujo en France, à savoir avant libérer les shoujo il ne se passait rien, vraiment les communautés étaient ultra passives et personne ne
proposais des choses à faire autour de ces questions-là. Pas du tout. C'est juste que Libérer les shoujo a eu un impact à un moment donné qui a permis d'offrir une certaine visibilité, de faire un petit peu bouger les choses et de souder des communautés qui existaient déjà et qui étaient actives depuis des années. On observe sur mon graphique. Donc j'ai choisi de m'intéresser entre 2019 et 2025 aux sorties, donc aux nouveaux titres qui sortaient chaque année. Et donc j'ai obtenu cette petite courbe. Je précise que j'ai mis shoujo, seinen et shonen et non pas josei parce que je me suis rendu compte que la cible josei sur Notiljon était un peu utilisée pour mettre toutes sortes de choses et il y avait un petit peu de tout dedans, donc j'ai préféré ne pas la mettre pour ne pas fausser les résultats parce que c'était un peu un mélange de plein de choses. Donc quand on regarde nos trois courbes, on constate que forcément la cible qui a globalement le moins de publications et qui est le plus bas sur le graphique, c'est effectivement le shoujo. Bon, on n'est pas étonné jusqu'ici. Maintenant, il est vrai qu'à partir du Covid, donc qui arrive en 2020, on voit que les trois courbes montent. Celle du shoujo n'a pas monté en doublant ou en triplant, enfin voilà, c'est pas, on ne voit pas une augmentation qui l'a fait passer devant le seinen ou le shonen. On reste quand même dans la même logique avec le seinen tout en haut, les shonen ensuite et le shoujo. Par la suite, en 2022, on voit que les choses commencent un petit peu à augmenter. Le seinen, lui, continue d'évoluer. Je pense que c'est aussi parce que souvent les seinen, il y a plus de formats courts que peut-être le shonen qui, lui, a plutôt des séries un petit peu plus longues. Souvent, on peut peut-être multiplier les one-shot seinen, ce qui n'est pas forcément le cas du shonen. Mais en tout cas, pour le shonen, on est à peu près stable et pour le shoujo, on se casse complètement la figure. On a un gros ralentissement au niveau des nouvelles sorties. 2023, on est au fond du trou. Et en 2024, petit regain d'intérêt pour ensuite redescendre en 2025. Effectivement, on se rend compte que voilà, autour de 2022-2023, les choses commencent à évoluer, il y a un petit peu moins d'argent à mettre dans le manga et donc forcément les premiers à subir les conséquences, eh bien ce sont ceux qui vendent le moins et donc forcément le shoujo en prend direct plein les dents. On constate que le seinen et le shonen baissent eux aussi, il y a moins de publications seinen et shonen, mais quand on regarde la pente sur la courbe bleue, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus drastique pour le shoujo. C'est tout de suite la cible qui est la première touchée et la plus touchée quand il s'agit de réduire les coûts. Donc ce qu'on retient de tout ça, c'est que effectivement il y a eu une augmentation du nombre de sorties mais qui était finalement à peu près proportionnelle à ce qui se faisait dans le seinen et le shonen, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la seconde où on a moins d'argent, la première cible qui prend cher, c'est directement celle qu'on considère moins rémunératrice, moins porteuse en tout cas, qui du coup a une baisse beaucoup plus drastique, à savoir le shoujo. Ensuite, après m'être intéressée du coup à la question du nombre de sorties, je me suis dit effectivement on a moins de sorties shoujo et une baisse plus importante, mais peut-être qu'on a une diversité dans le shoujo qu'on n'avait pas avant. Pour cela, je me suis intéressée au gros cliché qu'on a habituellement, à savoir la question de la romance. Pour cela, j'ai toujours travaillé sur la base de données de Notiljon, en soulignant quand même que c'est difficile de définir un titre romance. C'est-à-dire que, est-ce qu'on considère qu'une romance c'est que les romances cool life, ou alors les titres par exemple qui ont des histoires, je pense à Yona par exemple, Yona on est dans un contexte où on a une aventure etc, mais il y a quand même un peu de romance. Donc c'est un peu compliqué de cloisonner où est le titre romance et où ce n'est pas du tout de la romance. Bref, j'ai laissé les utilisateurs de Notiljon décider pour moi et je me suis dit que de toute façon si j'avais dû classer titres en estimant qu'ils étaient de la romance ou pas, c'était même très compliqué pour moi, donc ça allait quand même me donner un petit avant-goût, une petite idée de la diversification de ces titres, en tout cas par le biais des utilisateurs de Notiljon et bien sûr avec ses limites. Donc j'ai d'abord obtenu ce premier graphique avec des petites colonnes où on voit chaque année les sorties shoujo, on voit en bleu les sorties qui sont de la romance et en rouge les sorties qui sont autre chose que de la romance, ou en tout cas qui ne possédaient pas le tag romance. On se rend compte que quand même on a une majorité de titres avec beaucoup de romance, on n'est pas étonné, c'est vrai que c'est quelque chose de fréquent, que entre 2019 et 2022 on a une augmentation du nombre de titres qui ne sont pas de la romance, mais que par la suite ça bouge un petit peu. Je me suis dit que c'était peut-être pas très parlant et que l'idéal serait plutôt de faire des pourcentages pour mieux se rendre compte du nombre de sorties qui n'étaient pas de la romance. Et donc j'ai choisi de faire le pourcentage par année de sorties shoujo qui n'étaient pas de la romance, ok ?
Et donc ça m'a donné cette courbe où on voit une nette augmentation entre 2019 et 2023. On a de plus en plus de titres qui ne sont pas de la romance, qui ne possèdent pas le tag romance parmi les shoujo, et donc une véritable diversification puisqu'on a en plus une augmentation du nombre de titres, donc ça veut dire qu'on a plus de titres shoujo et plus de titres qui ne sont pas de la romance, donc véritable diversification. Mais par la suite, on se rend compte qu'à partir de 2023, la diversification diminue largement et qu'on a moins de titres qui ne sont pas de la romance. Ce qui signifie que dès qu'on a moins de titres qui sortent en shoujo, on se rabat tout de suite sur des choses qui sont de la romance, parce que je pense que on reste un peu dans la zone de confort. Sortir des shoujo qui ne sont pas de la romance, c'est prendre le risque de peut-être moins vendre, et donc du coup les éditeurs s'orientent vers des choses peut-être un petit peu plus stables. Qu'est-ce qu'on retient de tous ces petits graphiques là que je viens de vous montrer? Première chose, moins de sorties shoujo depuis quelques années. On a eu une hausse et puis maintenant ça ralentit et c'est toujours moins que les autres. Ensuite, deuxième chose, si on a eu un semblant de diversification dans les propositions faites par les maisons d'édition avec moins de romances et des titres qui changeaient un petit peu, on se rend compte que par la suite, on a perdu un peu cette diversification et que ça baisse. Donc globalement, on a moins de shoujo et des propositions moins variées. Donc concrètement là c'était super de s'engager au moment du hashtag, mais maintenant il va falloir se réveiller les éditeurs et continuer de s'engager pour le shoujo. Évidemment je sais qu'il y a la crise du manga etc, mais quand même si on ne veut pas s'inscrire dans une logique misogyne, il faut faire des efforts de ce côté là. Avec ces petits graphiques on se rend bien compte que les éditeurs ont encore du travail à faire et que les shoujo girls ont encore le droit de se plaindre évidemment. Et pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que personnellement, c'est difficile à quantifier, mais j'ai l'impression que depuis quelques temps, quelques années, j'observe une véritable animosité de la part des utilisateurs des réseaux sociaux, à savoir que depuis quelques temps, on a l'impression que nos combats ne sont plus légitimes, qu'on n'a plus le droit de se plaindre, qu'on n'a plus le droit d'exiger des choses et d'avoir des standards. Je m'explique. Dans les luttes féministes, très souvent, on voit des gens dire « bon, c'est bon, vous avez le droit de vote, en gros, vous avez le droit d'avoir un compte en banque, pourquoi vous vous plaignez encore, quoi ?» Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu le même problème ici avec des personnes qui au départ au lancement du hashtag étaient un peu curieux, se disaient que nos questionnements étaient légitimes puisque ça portait sur des choses matérielles concrètes, à savoir il n'y a pas de collector, il y a des collectors, il faut que ce soit égal. Mais que quand on touche à des choses un peu plus sensibles, à des questions de traitement, des choses un peu moins tangibles finalement, eh bien on estime que nos luttes n'ont plus de sens, que finalement on se plaint pour tout et rien, qu'on a finalement des revendications qui ne font plus sens. Et j'ai eu le sentiment, en tout cas dans mes commentaires, sur mes posts Twitter, etc., de recevoir de plus en plus d'animosité. Je sais pas si c'est votre cas à vous, pour les personnes qui sont actives sur les réseaux, etc., mais vraiment j'ai eu le sentiment de voir de plus en plus de violence, et ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai un peu levé le pied aussi, que j'ai un peu coupé avec les réseaux, et que j'ai un peu ralenti ma chaîne YouTube parce que j'étais fatiguée de toute cette violence. Et je sais que ça s'inscrit quand même dans un contexte global. On voit beaucoup parler des masculinistes, de la violence des hommes en ligne et dans la vraie vie, et qu'on a voilà, tout plein de mouvements incel, etc. Ça rejoint un petit peu ces thématiques là. Évidemment je ne suis pas en train de vous dire que toutes les personnes qui ne vont pas dans le sens des shoujoistes sont des incels, mais que la façon dont certaines personnes cherchent à silencier les demandes et les luttes des shoujo girls, on est un petit peu dans ça parfois. Et si je vous parle de la violence des hommes et des masculinistes sur les réseaux sociaux, forcément ça fait écho avec l'état du monde actuel où on voit une véritable montée de l'extrême droite en France et du fascisme plus globalement dans le monde. J'imagine que vous doutez bien que dans l'édition on retrouve plein de marqueurs qui sont au rouge à ce niveau-là. Des choses qui sont un petit peu plus petites et plus faciles à déceler, par exemple le fait que on a des éditeurs qui s'inscrivent clairement dans une logique archi-capitaliste, qui cherchent simplement à inonder le marché de sorties pour obtenir des parts de marché et non pas pour avoir une politique éditoriale éclectique. Donc attention, en ces temps de crise, peut-être donner notre argent à des éditeurs un petit peu plus petits plutôt qu'à des monstres de l'édition. Mais aussi, on a aussi des éditeurs qui se permettent d'aller faire le lettrage de leur manga en Inde et des impressions partout dans le monde pour gagner un petit peu d'argent par-ci par-là. Et évidemment, vous n'avez pas pu échapper à la place prend Bolloré dans le milieu de l'édition, qui rachète de plus en plus de maisons d'édition, mais surtout des groupes éditoriaux. Ils possèdent du coup toute la chaîne du livre, codifient
diffuseurs, ce qui leur permet de choisir ce qui sera mis en avant ou pas et ce qui est vraiment effrayant. Alors évidemment tout ce que je viens de vous dire sur l'extrême droite et sur le fascisme en France, c'est pas spécifique au shoujo, mais quand même je pense que c'est un signal d'alerte à avoir quand on s'intéresse à l'écriture féminine, aux questions féministes, etc. Parce que on se rend bien compte que là il y a un problème, là il y a des choses qui sont en train de se jouer. Bref, au sein de la communauté shoujo, on s'est un peu perdu. Dans le milieu de l'édition, ça pue un peu honnêtement. On voit qu'on peut faire clairement mieux et que bah ouais, il y a des signaux qui sont clairement au rouge. Et donc la question que je me suis posée, c'est concrètement nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire les choses peut-être un petit peu mieux et pour avancer dans la bonne direction. Évidemment, c'est des propositions que je vous fais, je suis pas en train de vous dire demain vous devez tous faire ça, mais je pense que ça pourrait être pas mal si on avançait dans cette direction. Première chose, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique et de cette obligation de le shoujo doit vendre, il faut qu'on achète, il faut qu'on fasse vendre, c'est plus possible. Le shoujo ne vendra pas, on l'accepte, on vit avec. Évidemment, il y a toujours la question des autrices qui sont précaires et qu'il faut qu'on soutienne parce que si elles peuvent pas être publiées, si elles peuvent pas gagner d'argent, bah forcément le travail est amené à disparaître. Et donc évidemment, il y a un équilibre à trouver vis-à-vis de ça. Donc moi personnellement, ce que je trouve comme équilibre, c'est que je privilégie l'achat d'autrices et de shoujo parce que c'est des choses qui sont importantes pour moi. Mais évidemment, c'est la crise, chacun fait ce qu'il peut. Voilà. Et je pense qu'on peut pas porter tout le poids du monde sur son dos. Ensuite, je pense qu'il y a une chose qui est importante et qui est pas mal ressortie sur des discussions Twitter récemment, c'est aussi le fait que la question du shoujo s'élargisse et qu'on n'oublie pas d'intégrer toutes les questions queer qui sont rattachées à tout ça parce que on a aussi beaucoup de lectrices queer dans tout ça et toute la question du yuri, du BL qui est pas souvent mis en avant, surtout le yuri évidemment. Je pense que c'est essentiel en tout cas que on intègre toutes ces cibles là à notre contenu, à nos revendications, etc. Personnellement j'adore le yuri, j'adore le BL, donc j'en parle régulièrement, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Intéressez-vous à tout ça. Si vous aimez la romance shoujo, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas les romances yuri, BL et tout ce qui est dans cet univers là. Et enfin, je pense que ce qui fera la différence et ce qui s'inscrit dans cette idée de se détacher du fric et de la logique mercantile des éditeurs, c'est créer des espaces communautaires. Et je crois que c'est la direction qu'on est en train de prendre. Aujourd'hui et pendant longtemps, les shoujo girls ont été hyper isolées, voilà, on était sur les réseaux sociaux aux quatre coins de la France et on avait peu d'endroits où échanger, communiquer. Je pense que Libérer les shoujo a rassemblé en ligne et que ça a permis toutes sortes de choses. Maintenant, je pense que c'est important de créer des choses qui permettent de vraiment concrètement rassembler. Et je vois des choses se passer à ce niveau-là. De mon côté, j'ai essayé avec mes camarades de mettre en place le Kira Kira Club sur Paris, mais je vois aussi apparaître des book clubs, des pique-niques shoujo et je trouve que c'est vraiment hyper important de créer ce genre de choses, de court-circuiter en fait le système éditorial et de proposer nos espaces de parole qui ne sont pas attachés aux éditeurs et à leur politique, mais qui sont là pour faire exister notre vision des choses, nos vécus, faire coexister notre vision sur les œuvres. Je pense sincèrement que le shoujo est sur la bonne voie en France, en tout cas que la commu shoujo fait quand même de son mieux pour créer des choses et je pense que globalement toutes les personnes à qui j'ai affaire sont globalement des personnes intelligentes et passionnées et qu'il y a de fortes chances que ça parte dans la bonne direction à condition de se donner les moyens et je pense qu'on est dans la bonne direction donc voilà. Je veux qu'on continue comme ça, je veux qu'on crée de plus en plus d'espaces d'échange, qu'on crée des ponts, qu'on crée de la solidarité et qu'on arrête d'isoler et de s'enfermer dans des logiques mercantiles qui sont pas très positives. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir ici. Personnellement, ça me fait très plaisir même si ça a été assez difficile pour moi de filmer parce que j'ai complètement perdu l'habitude de parler à une caméra. Merci pour ceux qui me soutiennent sur les autres plateformes depuis tout le temps et qui n'ont pas lâché l'affaire et à ceux qui seront là, qui me laisseront un petit commentaire ou un petit like, ça me fera super plaisir. Merci à vous et salut!